La vie à Péronne se réorganise après le 10 juin. Les occupants regroupent toutes les bêtes abandonnées, des écuries sont improvisées dans le collège des garçons, le lait est tiré, et l'abattage des bêtes fournit de la viande de boucherie. Les réserves de blé provenant du silo du canal sont entreposées dans la salle des fêtes, d'autres à l'abri à la salle des votes de l'hôtel de ville, et les moulins damés sont remis en marche afin de ravitailler en tout premier lieu l'armée allemande. Prisonniers et civils après. Des boîtes de conserves anglaises remplissent le bureau du maire. Diverses denrées, pâtes, légumes secs, vin, etc. occupent d'autres salles. Des jeunesses hitlériennes, faisant œuvre de bienfaisance du parti nazi NSV, participent à ces récupérations et distributions. Des rations de nourriture sont attribuées gratuitement aux quelques civils péronnais ou réfugiés de passage, soit 500 grammes de pain par jour, 100 grammes de viande tous les 2 jours, parfois 1 demi-litre de lait aux enfants et aux personnes âgées. Vers le 25 juin, la ville compte environ 250 habitants. Les rentrées se font petit à petit. M. Gustave Devraine, vétérinaire et personnalité notoire, culture, histoire, auteur patoisant, etc., parlant facilement l'allemand, rentre ce 25 juin. Sa fibre péronisante nous laissera des témoignages écrits très intéressants sur cette période tourmentée. En ce 25 juin, les Allemands fêtent à grand bruit et à grands coups de schnapps, bière et vin récupérés, l'armistice qui vient d'être signé entre la France de Pétain et l'Allemagne d'Hitler. L'occupant y voit la fin de la guerre et bientôt son retour au foyer familial. Le 26 juin 1940, une situation nouvelle va naître en application des conditions de l'armistice. La France est découpée en 3 zones. L'une libre dans le sud, la seconde interdite dans le nord-est, la troisième occupée, intermédiaire, comprenant notamment Paris, la Bretagne et les côtes de l'Atlantique. La rivière Somme est l'une des frontières naturelles de la zone interdite. Un poste de contrôle s'établit au canal, partageant Péronne en 2. La zone nord, administrative et la plus peuplée, est en zone interdite. Interdite au retour des réfugiés, des agriculteurs allemands devant s'y installer. Les civils ne passent plus au nord sans autorisation de la commandanture. Les habitants de la Chapelette sont ainsi séparés du centre-ville administratif, qui est aussi le lieu de distribution du ravitaillement. Une fois de plus, le français va devoir recourir au système D, et des initiatives clandestines vont être prises. Cette réaction sera l'une des premières manifestations de la résistance française. 28 juin 1940. Soldats allemands assurant la circulation des troupes d'occupation au carrefour de la Banque de France. 28 juin 1940. Soldats allemands de garde sous les arcades de l'hôtel de ville. On peut aussi y voir une affiche ordonnant à la population de signaler la présence de soldats anglais, souvent en habits civils, ayant perdu leur unité et ne pouvant plus rejoindre leur pays. De lourdes sanctions sont promises à qui les hébergera, les nourrira, les cachera. Un autre avis encore, illisible sur la photographie, probablement en allemand et français, affiche les ordonnances de l'occupant. Notez ce graffiti, sans équivoque. Nord-Zurück, encore de retour. Nord-Zurück, encore de retour. Regardez cette photographie. À l'endroit même où les Allemands en dérision
ont remplacé la statue de Marie Fourré par un mannequin en 1917, un autre mannequin renversé et d'autres débris jonchent les lieux en 1940. L'histoire se répète. Monsieur Devraine est requis par la commandanture pour remplir les fonctions de maire à partir du 1er juillet 1940. Un comité de guerre est désigné, sa compétence s'étend sur les communes des cantons de Péronne, Roiselle et Combles. Son rôle principal sera d'assurer le ravitaillement de la population et de plusieurs centaines de prisonniers de guerre français travaillant pour la ville, ainsi que de ravitailler les nombreux réfugiés qui remontent vers le nord, bloqués à la Chapelette, au passage de la zone interdite, les Allemands se servant en premier. Le comité est chargé également du déblayage des rues suite au bombardement, de nettoyer les cantonnements occupés par les troupes, d'assurer le chauffage et l'entretien des bâtiments réquisitionnés, de rétablir et faire fonctionner le service des eaux, d'empêcher le pillage des maisons abandonnées, de sauvegarder les récoltes et envisager de procéder à la moisson dans les 3 cantons. L'église Saint-Jean, épargnée par l'incendie de la grande place voisine, mais touchée par des éclats d'obus, exhibe aussi ses plaies. En particulier, les riches vitraux côté nord et sud, et la façade de pierre sculptée dont les sujets sont maintenant mutilés. Vers la fin mai, Sœur Vincent intervenait dès qu'elle a su que l'autorité allemande faisait nettoyer la ville par des prisonniers français pour demander la remise en état de l'église. Elle obtient satisfaction, si bien que la nef devient accessible pour les services funèbres des personnes décédées depuis l'évacuation. C'est ainsi que Domitrien B, prisonnier de guerre français du camp de Péronne et vitrier panne de profession, qui sera après-guerre le père d'un ami d'enfance, est requis au remplacement des vitraux brisés par du verre cathédral. Le 1er juillet 1940, tous les habitants assistent à la première messe célébrée par le curé de Bar-le, où à cet office un De Profundis est chanté pour le repos de l'âme du commandant d'Audrey, maire de Péronne, mort au champ d'honneur le 25 mai dernier. Monsieur Roger Locuti, 17 ans, accompagnant sa maman postière dont le retour à Péronne est autorisé et souhaité par l'occupant pour rétablir le service du courrier, nous narre ses premières impressions. Je retourne à Péronne ce 30 juillet. La vue de la Grand Place avec ses immeubles incendiés m'impressionne. Impatient, je regagne notre habitation. Le bâtiment est intact. Comme la plupart des maisons, le logement a subi la fouille systématique des pillards. Tout est sens dessus-dessous. Du contenu des armoires et des tiroirs renversés, il manque surtout du linge et des objets de quelque valeur. Tous les meubles sont restés. Le service de police nous aide à retrouver nos matelas dans une grande maison voisine, où se sont probablement regroupés pour s'y reposer des hommes de troupe ou des réfugiés lors de leur passage. Sur la cuisinière, le fait-tout est toujours là, avec les ingrédients du repas qui était en préparation à notre départ le 17 mai peu avant midi. Qu'importe, nous étions chez nous, après 2 mois et demi d'exode. Aspect du côté sud de la Grande Place au retour d'exode. Tous les magasins ont brûlé. En haut de la rue Saint-Jean côté est, à son intersection avec la Grande Place, voici ce qu'il reste du magasin La Rue. Ironie du sort. Au frontispice est encore gravé « Maison fondée en 1792, détruite en 1870 et en 1916, reconstruite en 1873
et en 1924. De l'autre côté de la rue Saint-Jean, toujours à l'angle de la Grande Place, la maison Ménétrier a aussi brûlé le même jour, le 24 mai 1940, obus égarés de la bataille du Santerre qui ont mis le feu sur tout le côté sud de la Grande Place. À 20 pas de là, derrière le commande-car allemand, l'immeuble du magasin Stocks américain a été détruit lors de l'arrivée du gros des troupes allemandes. Lors de libations pour fêter leur succès, des soldats ivres l'incendièrent le 19 mai. Le nom, Stocks américain, les a peut-être indisposés, comme le suggère Roger Locuti. Début août, M. Leroux, las de ne pouvoir prendre contact avec les autorités préfectorales de la Somme et, ayant eu quelques informations sur la situation de la ville, se décide à rentrer. Ils partent avec 12 véhicules transportant 39 personnes. Ils arrivent à Amiens le 13 août et à la Chapelette le 15 août, où ils restent bloqués 3 ou 4 jours avant de passer en zone de démarcation. Individuellement ou par petits groupes, quasi clandestinement, M. Leroux et les municipaux rentrent à Péronne. M. le maire délégué prend contact avec le commandant de la commandanture qui feint de s'étonner de son retour. Certes, malgré cet interdit, il n'en demeure pas moins que la population revient petit à petit. Nos occupants sont conscients, mais ne s'en formalisent pas. Après le 15 août, les bureaux de la mairie reprennent leurs activités. Les registres d'état civil sont rouverts à cette date. Et c'est ainsi que quasi clandestinement, le coffret scellé contenant les objets précieux de la collection d'Hanicourt rentre à Péronne, dans l'un des camions de M. Leroux. M. Devraine, averti, s'empressera de le cacher dans une cave de la mairie, sous une dalle en ciment, dans un ancien cachot, où il restera dissimulé toute la guerre. En cette période, les troupes n'ont de cesse de fêter leur victoire. Ces Heidi Heido résonnent encore dans nos têtes. À l'aide de petites barges, s'effectuent des exercices d'accostage sur les rives des étangs et du canal. Le débarquement en Grande-Bretagne est-il toujours au programme de leur état-major? En ville, le couvre-feu est imposé. L'horaire est souvent modifié. Le soir, les patrouilles tirent dans les fenêtres ou portes qui laissent filtrer la lumière. Les piétons doivent obligatoirement emprunter les passages cloutés pour traverser la Grande Place. Et la mairie est tenue de mettre un agent pour faire respecter ce dictat. Les occupants et leur matériel chez nous. Ici, probablement un R-35, récupéré des Français. Photographie furtive d'un Panzer IV sur la Grande Place. D'un autre Panzer devant le café du Petit Saint-Jean. Ou encore ici, d'un canon près des maisons du Moher à la Chapelette. Le 23 octobre, coup de théâtre. Monsieur Leroux, maire, et 6 chefs de service ou responsables communaux sont arrêtés par la FEL gendarmerie. L'accusation porte sur la délivrance irrégulière de laissez-passer pour entrer en zone interdite. Vous êtes accusé d'avoir usé de votre autorité de maire pour donner des ordres tendant à établir une quantité innombrable de cartes d'identité destinées à faciliter le passage de la Somme.
Tous sont emprisonnés jusqu'au 29 octobre, à Albert, siège de la prison de la Kriegskommandantur. M. Leroux et ses collaborateurs font aussi l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 29 octobre 1940, les relevant de leurs fonctions municipales. M. Daniel Boinet, deuxième adjoint, remplira alors les fonctions de maire. Ils seront réhabilités en mars 1941 devant l'officier de la Feldkommandantur d'Albert, qui regrettera ce lamentable malentendu, et seront autorisés à reprendre leurs fonctions, mais ils s'en garderont bien. Il faut les comprendre. Le 26 octobre 1940, le préfet de la Somme fait savoir qu'il serait souhaitable que le portrait du maréchal Pétain soit présent sur les murs des édifices publics. Lors de la réunion du conseil municipal du 5 novembre 1940, il est décidé de commander une photographie du chef de l'État français au prix de 5 francs, pour remplacer celle du dernier président de la Troisième République. À cette même réunion, il est aussi décidé de mettre hors d'eau l'aile est de l'hôtel de ville, endommagée lors du bombardement du 17 mai, ainsi que de procéder à la reconstruction du local du service incendie tout proche, détruit dans ce même raid aérien. En décembre, la régie électrique municipale a terminé la remise en état provisoire du réseau électrique. En cette fin d'année 1940, beaucoup de commerces vont rouvrir. Épiceries, chaussures, quincailleries, bazars, merceries, lingeries, pâtisseries. Les rations alimentaires ne sont pas toujours honorées faute d'approvisionnement et l'on fait la queue devant les boutiques, parfois en vain. Les marchands de charbon ont des difficultés à s'approvisionner régulièrement par manque de carburant pour leurs camions. Chacun devra compléter ses moyens de chauffage par l'achat de bois. La ville entreprend l'abattage d'arbres dans le Cam et le vend au prix de 20 francs le ster. Les commerçants réussissent à refaire quelques petits stocks de vêtements en s'adressant dans des régions moins pillées où sont restées des réserves. Les occupants ne se privent pas d'acheter, car ces réapprovisionnements n'ont été permis qu'à cette condition, ce qui peut convenir à certains commerçants, mais pas à la clientèle locale, qui verra ses possibilités d'achat bien vite s'amenuiser. Le lait entier est réservé aux enfants. La vente de lait écrémé est libre. Le ravitaillement en pommes de terre est assuré. Les tickets de carburant sont attribués aux personnes ayant besoin d'un véhicule professionnel. Hélas, ces bons ne sont pas toujours honorés. En tout domaine, un marché parallèle se crée inévitablement et va se développer. Afin de permettre la répartition équitable et l'attribution régulière des denrées indispensables à la nourriture de chacun, une carte d'alimentation nominative, fonctionnant au moyen de coupons et tickets, est instaurée. Pressentis avant-guerre, individuelles et numérotées, tenant compte de l'âge et de l'activité de son propriétaire, ces cartes de rationnement sont distribuées à la population civile quelques mois après la signature des armistices avec l'Allemagne et l'Italie. Les premières cartes délivrées concernaient le pain, la viande, les pâtes et le sucre. Le ministère du Ravitaillement allongera rapidement cette liste à d'autres denrées alimentaires, et aussi au savon, vêtements, chaussures, essence, charbon, tabac, etc. Les consommateurs sont classés en 7 catégories dont les rations sont différentes. E. Enfants jusqu'à 3 ans. J1. Jeunes de 3 à 6 ans. J2. Jeunes de 7 à 12 ans. A. Consommateurs de 13 à 70 ans ne se livrant pas à des travaux de force. T. Consommateurs de 13 à 70 ans
se livrant à des travaux pénibles et de force. C. Consommateur de 12 ans et plus, se livrant à des travaux agricoles. V. Consommateur de plus de 70 ans, non concerné par la classification C. Une dernière catégorie, J3, pour les jeunes de 13 à 21 ans et les femmes enceintes y sera ajoutée. Bescheinigungen, provenant de l'Ortskommandantur de Péronne. Autorisation donnée à la boulangerie Quéret, rue du Maréchal à l'époque, et redevenue rue Clémenceau depuis, de s'approvisionner en farine au moulin afin de livrer du pain au Soldatenheim de Péronne. La commandanture réitère ses consignes de défense passive. Il est rappelé à la population de Péronne de veiller à l'occultation des lumières. Il est demandé que toutes les mesures soient prises afin d'étouffer un incendie naissant. Dans ce but, les greniers devront être débarrassés de toute matière susceptible à propager un incendie. Chaque habitation devra posséder un petit matériel d'extinction, une pompe à eau, un seau d'eau, un sac de sable de 15 à 20 kg, une pelle, un goupillon à long manche constitué de lanières en tissus à son extrémité. Le défaut ou l'insuffisance de camouflage des lumières entraînera l'arrestation du responsable et sa condamnation à des peines d'amende élevées et de prison.